Aujourd'hui, on va parler de T-Mobile, qui est un concurrent direct de AT&T et Verizon, et on va voir qu'on n'est pas du tout sur le même profil de société, même si on est dans le même secteur. Alors, T-Mobile opère également dans les services de télécom, mais ils sont plutôt, eux, sur de l'acquisition externe, de la croissance externe, et ils font beaucoup d'acquisitions de concurrents. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à se placer sur le marché et à grossir en quelques années seulement. Et aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore à la taille de Verizon et AT&T, ils sont quand même passés devant beaucoup d'autres concurrents. Et aujourd'hui, ils arrivent à se placer en troisième position. On va donc évaluer les ratios et voir si cette croissance peut continuer, si c'est dangereux, à quel prix, et si on a derrière des marges et des ratios qui sont plutôt corrects. Et ensuite, on passera dans une autre vidéo à une évaluation pour essayer de comparer empiriquement AT&T, Verizon et T-Mobile. Même si, je le rappelle, les évaluations qu'on fait là sont souvent empiriques, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Une méthode de valorisation ne s'applique pas forcément à une entreprise qui est dans la technologie, dans le médical, dans le ferroviaire, peu importe. Donc on est juste ici parce que le but n'est pas de faire des vidéos qui sont longues et pompeuses que personne ne regardera jusqu'à la fin parce que c'est de l'étude et des calculs avec des bilans, des rapports financiers. Le but est de faire quelque chose de plus agréable, de plus soft, de plus éducatif, de plus coloré, et justement pour permettre aux gens qui débutent, voire même les semi-confirmés, d'avoir une méthode de réflexion, une méthode d'évaluation, et ceux qui du coup sont extra experts ne regarderont peut-être pas ces vidéos et passeront directement à l'étude des chiffres dans les rapports financiers directement. On passe donc au premier screener qui est avec donc les revenus totaux. On voit que les revenus totaux sont en nette progression. On voit bien qu'on a des gros paliers. Alors sûrement à chaque fois qu'il y a une acquisition, il faudrait aller vérifier pile poil alors sur internet ou sur le site de T-Mobile pour voir ces années-là s'il y a eu quelque chose. Mais on voit bien qu'on a des ascensions qui sont somme toute croissantes mais constantes, et des grosses marches une fois de temps en temps. Dans tous les cas, ça va dans le bon sens, même si ici on a eu une petite décélération, mais ça peut s'expliquer, sachant que de toute façon on a eu que des années positives, enfin des années croissantes. Ici, si on descend de même pas 1%, ce n'est pas grave. On peut se le permettre. Il faut quand même aller voir si cette baisse est due à un mauvais truc et que du coup on va continuer de descendre, mais jusque là rien d'alarmant. On va voir aussi les revenus nets. Les revenus nets ont eu une belle augmentation ici et on voit qu'on est redescendu, donc il faudra sûrement aller voir. Ça sera sûrement les marges qui diminuent, puisque si le chiffre d'affaires était en constante augmentation, il est possible que le revenu net soit à cause des marges. Ça peut être complètement autre chose aussi. Vous pouvez avoir d'autres effets autres que juste la marge qui peuvent impacter les revenus nets. Encore une fois, les revenus nets, c'est une estimation, enfin c'est pas une estimation, c'est un chiffre qui est là pour dire si l'entreprise à la fin de l'année a gagné ou pas de l'argent, mais avec ça, vous pouvez enrober un tas de choses qui est la dépréciation, les amortissements, on peut déduire un tas de choses, et notamment tout ce qui est réinvestissement, amortissement, et donc on peut leurrer les revenus nets, ce qui veut dire qu'il faut souvent s'intéresser et creuser un peu plus en profondeur, ou regarder les free cash flow, même si les free cash flow ne donnent pas non plus une seule, enfin toute la solution et font toute la lumière, mais ça peut nous aiguiller. On voit ici du coup les marges en pourcentage et on a un peu le même profil. On voit qu'il y a des années où, alors c'est sûrement les années d'acquisition, on voit qu'on chute drastiquement. Forcément, quand vous faites l'acquisition d'un concurrent, vous avez beaucoup de services en doublon et il arrive souvent que votre marge du coup diminue, puisque forcément si vous étiez parfaitement optimisé vous avec un service comptable, un PDG ou un chef d'équipe par équipe, etc., et que vous vous retrouvez avec une deuxième boîte qui a du coup elle aussi un service marketing, mais qui est du coup concurrent au vôtre, et qu'elle a aussi un service de comptabilité, un service fiscal, vous avez 2 ou 3 équipes des fois pour la même mission, et donc vous avez des marges qui diminuent. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose si derrière on arrive à rattraper le coup, ce qui a l'air d'arriver. Encore une fois, ici ce sont des spéculations. Je pense au vu du profil de la société que c'est ce genre de choses qui se passent. Maintenant il faut aller voir, parce que si ça se trouve, une fois tous les 5-10 ans, on a un événement qui fait qu'on a une chute des marges, et donc on peut du coup se positionner, si on sait que c'est tous les 10 ans, que c'est à peu près récurrent. Voilà, si c'est pas de l'acquisition de concurrents, il y a peut-être un coup à jouer ici. Ensuite, on regarde le nombre d'activités, enfin le nombre d'actions en circulation, et on voit qu'on est relativement constant en général, sauf quand on a des gros pics comme ça, ce qui peut être, encore une fois, sûrement, d'ailleurs c'est sûrement le cas, pour des acquisitions. Il y a toujours plusieurs moyens de faire des acquisitions, il y en a 2 qui sont extrêmement connus, extrêmement employés, puisque ce sont les plus efficaces. Vous avez l'endettement, vous contractez un crédit auprès d'une banque ou autre d'ailleurs,
et vous achetez le concurrent avec cet argent que vous avez levé. Ou alors, vous faites une dilution, vous émettez, alors ou vous revendez vos propres actions que vous possédez, ou vous émettez de nouvelles actions, ce qui fait que vous diluez les actionnaires, mais de l'autre côté, avec l'argent levé, vous pouvez acheter un concurrent. Ce n'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste que c'est à savoir, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, et il faut l'accepter. Oui, certains me disent que quand on se fait diluer, mettons par exemple un chiffre simple de 50%, bah oui, si du coup on avait un rendement, je ne sais pas, de 10% net, nous, par rapport au prix d'acquisition qu'on avait fait, si forcément la société dilue de 50%, vous avez toujours le même nombre d'actions, mais il y en a 2 fois plus en circulation, votre rendement a été divisé par 2. Si vous aviez un rendement de 10% par an, vous passez à 5. Oui, mais si derrière l'entreprise a fait une énorme acquisition et qu'elle vient de tripler, quadrupler ses parts de marché, ou c'était quelque chose de stratégique pour aller plus vite, plus loin, plus fort, peu importe, bah, peut-être que derrière, du coup, le chiffre d'affaires va augmenter, exploser, et dans les quelques années à venir, une fois qu'on aura tout bien remis d'aplomb, les marges aussi vont monter. Donc des fois, ça vaut mieux de sacrifier une marge immédiate, une perte de marge immédiate, pour finalement avoir une entreprise qui est peut-être 2 à 3 fois plus grosse d'ici quelques années. Et donc, au lieu de posséder 1% d'une petite boîte, vous posséderez peut-être 0,5% ou 0,3% ou même 0,1% d'un énorme empire. Donc ce n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent, il faut le savoir. On passe au screener 2. Le screener 2, c'est le rocher. Le rocher, je m'en sers. Alors, il n'y a pas que ça comme méthode. Il y a aussi le ROIC, le ROE, etc. Mais moi, j'aime bien le rocher parce qu'il me donne souvent aussi une indication implicite qui est le rempart concurrentiel, puisque quand vous avez un rocher très efficace, ça veut dire que vous avez des bonnes parts de marché et que vous avez un rempart concurrentiel qui fait que quand vous réinvestissez 1 euro ou 1 dollar, il vous rapporte bien plus, il est très efficace, alors que si vous êtes dans un domaine extrêmement concurrentiel, il faut batailler dur, vous êtes à contre-courant, et quand vous réinvestissez 1 dollar, vous gagnez très très peu parce que c'est une énorme foire et que les marges sont très petites, très fines à chaque fois. Si vous êtes le seul, bah, techniquement, vous pouvez faire des réinvestissements de 50, 60, 80% aisément. Ici, on voit que on est sur du 7 à 10% dans les premières années, qu'on arrive à se stabiliser à 10-12%, et que quand on fait une acquisition, on redescend bien bas. Forcément, une fois que c'est fait, on est bien redescendu. Mais on voit que dans les années qui suivent, souvent, on arrive à bien remonter. En général, entre 5 et 10% des entreprises qui sont moyennes, médiocres, c'est rien d'exceptionnel, mais pas grave non plus. Ça dépend aussi du secteur. Mais entre 5 et 10%, on est sur quelque chose de pas trop mal dans la moyenne. Entre 10 et 15%, on commence à avoir des entreprises qui sont vraiment pas mal et qui savent plutôt bien gérer leurs capitaux. Et au-dessus de 15%, on a des belles entreprises qui ont un avantage concurrentiel ou qui ont quelque chose qui fait qu'en plus qu'ils savent extrêmement bien réinvestir et qu'à chaque fois c'est un coup gagnant. On a ici un pic à 22%, à voir si c'est répétable dans le futur ou si c'était juste un coup de chance. Mais si on arrive en théorie à descendre à chaque fois à 0% et à remonter aux alentours des 10-12% à chaque fois, ça peut être une très bonne chose pour l'avenir parce que si on arrive à remonter dans ces eaux-là, un rocher de 12-13%, c'est pas mal. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais vu le secteur dans lequel nous sommes, 12%, c'est pas mal du tout. On passe ensuite au free cash flow. Les free cash flow, avec la différence avec le revenu net, je l'ai expliqué plusieurs fois dans les vidéos précédentes, donc prenez 1 ou 2 ou 3 de mes anciennes vidéos, vous allez voir tout de suite. Je vais éviter de le répéter pour ceux qui regardent souvent ces vidéos-là. Mais on voit qu'il est aussi en constante augmentation, on a des hauts et des bas lors des acquisitions, et on voit que dernièrement, on était à 5,7 milliards de free cash flow, ce qui est bien. Le price to free cash flow me permet de savoir en combien de temps je vais récupérer mon argent globalement. Alors, bon, là, on a eu des creux, c'est parce qu'il y a eu dû avoir des petits loupés dans les calculs, mais on voit bien qu'on est sur quelque chose d'à peu près normal, un PER de 21, enfin c'est pas un PER classique, c'est un price to free cash flow, mais c'est le même concept. On voit bien qu'on est sur, en général entre 20 et 35, entre 20 et 35 on est sur le palier habituel, on est plutôt dans la fourchette basse ici, mais moi je trouve que 20 années pour récupérer ses revenus dans ce secteur-là, c'est un peu moyen, même si c'est une entreprise de croissance, donc forcément ça change un peu la donne, puisque sur des price to free cash flow comme Verizon, on accepte du 5, 7, 8 maximum parce que c'est une vieille industrie et qu'il n'y aura plus forcément de croissance. Ici, on est aussi dans une vieille industrie, mais c'est une entreprise qui est en forte croissance. Donc, à voir, c'est mitigé. 21, je trouve ça un peu haut, mais si ça redescend sur 17, 18, peut-être même 15 avec un coup de chance, je pourrais être intéressé. On passe au screener 3. On a un rappel des revenus nets, on a le PER, puisque c'est ce que le marché regarde. Il regarde très rarement les price to free cash flow. On va se mettre ici. On va zoomer un petit peu pour voir
voilà, pour que ce soit exploitable. Et on voit qu'habituellement, on est aussi sur le même ordre de grandeur. Ah, on est un petit peu plus bas sur les PER. On est sur, on va dire, entre du... Ah là, il y a eu un gros creux. On va dire on est entre du 9, 9, 10 et 34. On a une médiane qui est par là, aux alentours de 20. Un PER de 20. Aujourd'hui, on est un petit peu haut. Mais on n'est quand même pas sur une euphorie nette. On a la dette ici, la dette nette qui augmente. Alors, on a eu un léger décroché ici en 2014 aussi. Donc, il y a eu sûrement une combinaison de dette plus dilution. C'est probable. Encore une fois, il faut aller vérifier dans les rapports financiers et dans les conférences call. Mais on a quand même eu une énorme augmentation de la dette ici et une dilution la même année. Il se pourrait fortement que ce soit pour acquérir un client ou des licences ou des nouvelles infrastructures. Mais bref, il y a eu semblerait-il, un fort investissement par là. On a une dette qui continue de monter, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, surtout si elle réinvestit dans des nouveaux capitaux, dans des brevets, dans des licences, ça peut être pourquoi pas. Et on voit aussi ici une forte dette qui a été montée, à voir si ça coïncide aussi avec le nombre d'actions, enfin la dilution du nombre d'actions, et ou voir si c'était parce que c'était en 2020 et que c'était à cause du Covid et qu'il a fallu avoir un endettement pour faire face à une sale période. À voir, à aller consulter, mais en attendant, on a une dette de 107 milliards pour des revenus de 2-3 milliards. C'est pas quelque chose qui est... alors ça peut choquer, forcément, 107 milliards, mais il faut aller voir de combien sont les intérêts de la dette, puisque forcément, 107 milliards sur 3 ans, c'est très compliqué à rembourser. 107 milliards sur 2 siècles, même si évidemment c'est pas possible, mais vous comprenez l'idée. Si demain vous avez un appartement que vous avez acheté 100 000 euros, 100 000 euros, ça veut rien dire tout seul. 100 000 euros empruntés sur un an, ça veut dire que tous les mois, la mensualité, ça va piquer. 100 000 euros empruntés sur 30 ans, c'est quelque chose qui est beaucoup plus bas, une mensualité beaucoup plus basse, et du coup, même avec un SMIC, vous pourriez le rembourser. Et bien ici, c'est exactement la même chose. 107 milliards comparé à 2,6 milliards, ça ne veut rien dire. Il faut comparer des revenus, des bilans, et voir quel est le poids de l'intérêt de la dette sur les rentrées d'argent. Ici, on voit les capitaux propres qui augmentent. Toujours de la même manière, c'est pas quelque chose qui est extrêmement que je regarde avec beaucoup d'attention, même si ça me permet d'évaluer à peu près l'équivalent de l'argent, la valeur à la casse si jamais la société venait à déposer le bilan, même si c'est connu. C'est pas parce qu'ici il y a 70 milliards de capitaux propres que le jour où elle coule, on récupère 70 milliards. Souvent, les entreprises qui commencent à couler tapent dans leurs capitaux propres, les revendent, essaient de sauver les meubles. Forcément, elles vendent ce qu'elles peuvent pour gagner de l'argent, pour essayer de s'en sortir et d'investir dans un nouveau marché ou de se ressaisir. Et souvent, il ne reste pas 70 milliards, il reste bien moins. Mais entre une entreprise qui a 70 milliards et une entreprise qui a à l'heure actuelle 3 milliards, c'est déjà pas la même non plus. Donc ça me permet d'avoir un plancher et de me rassurer pour voir jusqu'où on pourrait potentiellement descendre, même avec une liquidation. Et ici, on a la capitalisation boursière, tout simplement. Je l'affiche parce que ça me permet de voir sans la dilution d'actions, puisque la dilution, du coup, fait forcément, s'il y a 2 fois plus d'actions en circulation, vous avez le chiffre d'affaires qui est divisé par 2 par action, le bénéfice net par action qui est divisé par 2. Là, la capitalisation, c'est juste le prix fois le nombre d'actions, donc en tout temps, ça ne change rien. Donc là, c'est la valeur de la société vue par le marché, et on voit qu'on est en constante augmentation, même s'il y a eu des gros pics, mais globalement, on est sur une tendance haussière. Donc c'est quelque chose de plutôt positif parce que j'aime à croire que le marché, même s'il n'est pas tout le temps résilient, globalement, si c'était une entreprise vérolée jusqu'à la moelle depuis de nombreuses années, je pense qu'on l'aurait vu dans les cours et que beaucoup d'investisseurs, surtout les institutionnels, se seraient retirés de ce marché. Donc attention, ce n'est pas, comme d'habitude, ce n'est pas une règle en soi, il ne suffit pas de voir juste une capitalisation qui monte et c'est bon, sinon n'importe qui d'autre l'aurait vu, les investisseurs l'auraient vu et ça se saurait, ça ne marche pas, mais c'est une bille de plus parmi tous les ratios que je vois qui me permet de me rassurer et qui permet de me montrer que oui, depuis très longtemps, le marché valorise cette boîte et en croissance, elle la revalorise chaque année supérieure à l'année précédente, enfin peut-être pas chaque année, mais vous m'avez compris, tous les 2-3 ans, c'est bien supérieur, on est en croissance, donc ça a l'air de bien se passer. Il y a des investisseurs avant moi qui ont dû faire le travail de recherche il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, et que ils ont tous vu, ou une grosse partie, en tout cas la grosse majorité, a vu que ça valait le coup et qu'on allait vers une hausse potentielle. Donc c'est quelque chose qui me rassure. Voilà, on a fait le tour des ratios, j'ai hâte à la prochaine fois de faire la valorisation. Et si l'occasion se présente, peut-être une étude des rapports financiers ou d'une présentation de spécial investisseur. Bref, on verra bien sur le moment. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Salut!